Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Mathieu. Salut Laurent. Écoute, aujourd'hui, je suis super content. On va parler d'un sujet que je connais pas des masses, du sujet no-code avec notre invité Shubham. Salut Shubham. Salut tout le monde. Écoute, on va commencer par la question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Yes, carrément. Alors moi, donc ancien développeur de formation, j'ai fait une école qui s'appelait Epita. J'ai commencé à faire du code quand même très tôt. J'ai vendu mon premier site internet quand j'avais 14 ans et je pense que j'ai dû apprendre à faire du. Quand je dis vendu mon site internet, c'est vendu une prestation de site internet. J'ai pas créé le dernier Google juste avant. Donc non. Et puis toujours développeur, toujours été freelance. Et puis ensuite, je suis parti dans le monde du marketing pour enfin aujourd'hui être dans une niche no-code et growth que je présente sur ma chaîne YouTube. Donc principalement où je vais interviewer des gens et je vais parler de sujets no-code en général. Alors justement, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que le no-code ? Yes, alors le no-code c'est en fait une manière de faire des produits ou de faire une production quelle qu'elle soit dans le monde informatique par une interface simplifiée. Alors ça, c'est la définition classique Wikipédia. Après, je te donne quelques exemples. Par exemple, WordPress, c'était du no-code en réalité, parce que ça permettait de créer des articles sans forcément devoir taper du HTML. Bon. Aujourd'hui, des outils comme Webflow, c'est du no-code. Des outils comme Adalo, c'est du no-code. Donc c'est peut-être, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, c'est des outils qui ont totalement changé la manière de créer des applications, donc des applications web, des sites internet, etc., et qui ont changé totalement la complexité et la marge d'entrée pour toutes les personnes qui veulent commencer à faire des sites web, des applications, des automatisations, pour lesquelles avant, il fallait faire appel aux développeurs, et que maintenant, beaucoup moins. Shubham, tu nous as introduit le no-code en nous parlant de WordPress, par exemple, qui était ou qui est un produit no-code. Alors, c'est quoi la grande différence entre cet environnement que le marketeur connaît, qui est WordPress, qui est Typeform, qui sont ces outils qui sont déjà utilisés par le marketeur, et ces outils no-code, comme tu as pu l'évoquer, les Airtable, les Adalo, les Bubble & Co. C'est quoi la principale différence ? En fait, le mot no-code, c'est quand même pas mal une traîne. Donc, c'est un mot un peu luxe qu'on utilise en ce moment pour ranger tous ces logiciels qui sont nouveaux dans cette catégorie. Mais en réalité, dès qu'on a moyen de ne pas coder pour pouvoir produire quelque chose, c'est du no-code, en réalité. Donc, en fait, on avait déjà du no-code à l'époque, il y a 10 ans, quand on utilisait Dreamweaver, pour ceux qui connaissent, qui est un logiciel pour créer des sites internet, c'était du no-code aussi. Bon, maintenant, on utilise le terme no-code, on qualifie des produits comme no-code pour tous ces nouveaux produits dont tu as cité, donc Airtable, etc., qui sortent. Donc, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est une, c'est qu'aujourd'hui, la demande de création de sites internet, d'automatisation, de CRM, etc., est beaucoup plus grande. Donc, en fait, il y a beaucoup plus ce mot est beaucoup plus utilisé et ça permet de ranger un peu tous ces logiciels dans cette catégorie. Alors justement, tu peux nous dire l'état du marché du no-code. Est-ce que tu as des chiffres à partager ? Je ne sais pas, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'apps créées, le nombre de services ? Je ne pourrais pas te donner des exemples de chiffres très précis comme un journaliste le ferait par exemple, mais tout ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, quand tu regardes le nombre de personnes qui, sur ces 10 dernières années, ont eu besoin d'un site internet comparé aux 10 dernières, c'est limite exponentiel en fait, à quel point le nombre de développeurs sur la planète on était en pénurie de développeurs pour pouvoir répondre à cette demande-là. Pour ce qui est de la création de sites internet. Pour ce qui est de la création d'applications mobiles, tout le monde a une idée de start-up aujourd'hui. Tout le monde a une idée de nouveaux
social media pour telle segmentation. Et puis tout le monde veut automatiser des choses sur son ordinateur. Et il y a de plus en plus de gens, parce qu'il y a de plus en plus de gens connectés, en fait, et de gens qui commencent à devenir matures sur l'outil du web. Ce qui fait que automatiquement, on arrive à donc cette pénurie de développeurs, ce qui fait que ces développeurs qui ont moins besoin moins envie de bosser sur des tâches qui sont plutôt redondantes que les développeurs qualifient comme chiantes, ils ont donné des outils à des personnes qui, elles, ne savent pas coder pour pouvoir les faire par elles-mêmes. Finalement, il y a une corrélation entre le manque de développeurs, entre guillemets, le besoin de création d'apps en tout genre, et le développement du no-code. En tout cas, en termes de poids, de prise de parole sur le marché, c'est quand même le gros buzzword du moment. Il y a de vraies communautés. D'ailleurs, tu la traites très bien sur ta chaîne YouTube Digital Wink. Mais il y a une corrélation entre ces besoins et cette pénurie de compétences. Oui, clairement, et c'est pour ça qu'on finit aujourd'hui avec donc des logiciels comme Airtable qui remplissent non pas un seul besoin, mais beaucoup de besoins. Donc, comme le besoin de CRM, comme le besoin de CMS, par exemple, pour un outil de gestion de contenu. Avec Airtable, aujourd'hui, on peut tout faire. Donc, en fait, là, je parle de Airtable qui est un outil, mais il y en a plein d'autres. Tu parlais de Typeform tout à l'heure. Typeform, ça fait un moment que ça existe, hein, mais c'est juste que les développeurs ne veulent plus coder des formulaires. C'est quelque chose de très basique. Et il y a, vérifier dans une ligne de code si un email est bien un email. C'est littéralement une expression qui est un peu grossière dans le monde du développement. Ça s'appelle pisser du code, et en fait c'est du code bas de gamme. C'est du code que personne n'a envie de faire, c'est du code qu'on va généralement externaliser, c'est du code qui n'a pas de valeur, et en fait ce code là tend à disparaître grâce au no-code, parce qu'en fait il n'y a plus besoin d'écrire ce code là, il est généré automatiquement. Est-ce que c'est pas aussi à cause du no-code que finalement, lorsqu'on navigue sur le net, et même Banous en fait partie, hein, on utilise un WordPress avec un thème, etc., finalement, on se rend compte que tous les supports sont à peu près identiques, et que finalement, la diversité qu'on avait au préalable, justement, lorsque chaque développeur devait coder soi-même un site, finalement, on arrive dans un internet vachement homogène et sur lequel il n'y a plus de diversité. Comment tu vois les choses ? Alors, moi, je pense que cette vision-là de dire que toutes les choses sont pareilles sur Internet, typiquement, quand on installe WordPress, il y a un thème par défaut, beaucoup de gens ne pensent même pas à changer de thème. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a un Internet très similaire. Ok. Maintenant, en fait, dans le monde du développement, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a tellement de sous-ramifications qui sont toutes liées, qui font que aujourd'hui, développement ne veut plus rien dire. En fait, quand on développe une application, il y a une personne qui va faire du produit, il y a une personne qui va faire du design, il y a une personne qui va développer l'application, il y a une personne qui va faire de l'expérience utilisateur, il y a une personne qui va gérer la sécurité. Et en fait, tout ça, c'est du développement. Faire du produit, c'est du développement, typiquement. On va développer l'application. Ce qui fait que les applications se ressemblent, c'est le manque de vision par les créateurs de cette application sur de l'UX, donc d'expérience utilisateur, et sur du produit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, si en un clic, on veut lancer un site, par exemple, sur une plateforme qui est connue qui s'appelle Card, les gens ont tendance à choisir un template parce que c'est beaucoup plus rapide, etc. Ce qui fait que chaque site va se ressembler, etc. Le plus gros exemple, et qui est le plus moche selon moi, c'est ClickFunnels, pour ceux qui connaissent, et je pense que les marketeurs doivent connaître ça. C'est un espèce de CMS qui est très bien fait pour inciter à la vente. Par contre, c'est très moche, c'est très similaire, tout le monde utilise le même, etc. Bon, c'est prouvé que ça marche bien, par contre, c'est très similaire. Après, est-ce que les gens veulent mettre les moyens pour pouvoir avoir une expérience différente ? Ça dépend. Typiquement, aujourd'hui, un des produits no-code qui fait cette différence-là, c'est Webflow. Et son concurrent qui vient d'apparaître, qui est le challenger, et duquel on n'attendait pas du tout ça, c'est un produit de Wix qui s'appelle EditorX, et qui a complètement changé l'image de Wix, parce que Wix avait une image très bas de gamme, très site sorti d'un container, alors qu'EditorX, on peut faire des choses, mais c'est de la folie. En fait, un développeur créatif n'a plus besoin de développer, il fait tout ça sur EditorX ou sur Webflow, par exemple. Ok. Shubham, par rapport à ce que tu viens de nous évoquer, on a parlé d'Airtable, on a parlé de Webflow, etc. Est-ce que tu peux juste reprendre, par exemple, 3 ou 4 outils
connu dans cet univers du no-code et un usage concret pour chaque outil, s'il est possible de le mapper comme ça. Très bien. Dans un premier temps, je vais prendre un outil assez classique qui est là depuis longtemps et dans lequel les usages sont très diversifiés, mais je vais en prendre un. Le premier qui me vient en tête, c'est Zapier. C'est un outil que moi j'utilise tout le temps. Zapier, c'est la colle entre toutes mes applications. Donc, par exemple, demain, je mets un Typeform sur mon site internet et derrière, je mets une séquence d'emailing avec Mailchimp, par exemple. Eh bien, avec Zapier, je vais pouvoir, une fois qu'un formulaire a été rempli, le mettre automatiquement dans ma séquence Mailchimp, lui donner tous les paramètres et toutes les informations qui ont été mises dans le Typeform pour que Mailchimp s'en serve pour pouvoir potentiellement faire de la segmentation, potentiellement faire de la personnalisation, etc. Donc ça, c'est un exemple concret avec Zapier. Bon, premier exemple. Deuxième exemple, je peux te prendre un exemple avec, admettons, Adalo. Adalo, c'est une plateforme no-code assez complexe, certes, mais qui permet aujourd'hui de créer aussi bien une application mobile qu'une application web qui couvre 80% des besoins de ce qu'on veut faire aujourd'hui sur une application mobile. Demain, tu as envie de faire une application un peu comme Allo Resto, par exemple. Tu vas sur Adalo, tu prends le template qui fait exactement ça, tu le modifies à ton besoin, tu vas changer les logos, tu vas peut-être ajouter ce qu'on appelle des fonctionnalités un peu personnalisées, du custom, et là, tu vas pouvoir avoir un Allo Resto que tu peux lancer dans des pays dans lesquels Allo Resto n'existe pas, par exemple. Donc pour des personnes qui arrivent un peu après tout ça, donc si demain j'ai envie de lancer un Allo Resto aux Philippines, eh ben, j'ai pas besoin de refaire ce travail qu'Allo Resto a fait, de recoder, de se prendre la tête sur qu'en fait les restaurants ils avaient besoin d'une interface spécifique, que les restaurants ils avaient besoin d'uploader une photo et que cette photo fallait aussi bien qu'elle soit large que petite. Enfin tout ça c'est déjà géré. Bon. Un autre exemple qu'aujourd'hui je qualifie dans le no-code, c'est pour moi Airtable. Airtable, on l'a cité tout à l'heure, c'est un mix entre une base de données et un Google Spreadsheet, donc un Excel en fait. Pourquoi c'est un mix? Parce qu'en fait sur Airtable on va pouvoir avoir des types de données, etc. Sans rentrer dans les détails, en fait c'est un gros Excel qui va pouvoir être utilisable. Je prends Airtable comme utilisation de CRM. Et par exemple, moi quand une personne va venir sur mon site internet et va interagir avec mon site internet en remplissant un formulaire, automatiquement je vais le mettre dans Airtable. Une fois qu'il a été automatiquement ajouté dans Airtable, Airtable a des fonctionnalités pour que, évidemment, il puisse m'alerter sur Slack que quelqu'un a ajouté ça, que quelqu'un vient de remplir le formulaire, mais au-delà de ça, il peut automatiquement générer une facture, par exemple, avec le bloc designer, et je peux avoir automatiquement une présentation, une facture déjà générée alors que la personne vient à peine de rentrer sur mon Airtable. Au-delà de ça, alors c'est quelque chose de très visuel, mais Airtable a plusieurs vues. Et donc, si cette personne, par exemple, vient de prendre un rendez-vous sur mon site, Airtable a une vue calendrier sur lesquelles je vais pouvoir avoir un dashboard, donc un espèce d'outil sur lesquels je vais pouvoir avoir tous mes rendez-vous classés par date, ainsi que l'historique. Et puis si je change de vue, je vais pouvoir avoir ces rendez-vous en liste. Et si je change de vue, étant donné que chaque client a un identifiant spécifique, je vais pouvoir avoir une liste sous forme de carte de tous mes clients. Donc en fait, on se retrouve avec quelque chose qui, pour un indépendant, est génial parce qu'en fait, il a un outil tout en un qui est connecté et interconnectable avec tous ces autres outils. Je prends un quatrième exemple ici. Par exemple, là, je prends l'exemple de Notion. Notion, les gens se diraient c'est un outil de prise de notes. Très bien, ok. C'est un outil de prise de notes qui peut permettre admettons, de mettre des blocs ensemble, etc., etc. Eh bien, maintenant que Notion, moi, je le qualifie comme un outil no-code, c'est un outil sur lequel, pareil, une fois qu'on a une entrée qui a été mise sur un tableau, on va automatiquement créer un diagramme de Gantt, par exemple, avec Notion. Notion, on clique sur un bouton et on a un site web. Donc toutes nos notes qu'on a prises
par exemple, le Google Doc sur lequel on est en train de travailler, si demain on a envie d'en faire un article de blog, eh ben, on n'a plus besoin de bouger quoi que ce soit, on fait clic droit partager sur le web et on a une URL Notion qu'on peut mettre sur notre blog. Et là, on a un site web qu'on a créé sans rien faire. Donc voilà les 4 exemples que je peux te donner. T'es une sorte de magicien comme ça. Non, c'est intéressant parce que du coup, finalement, c'est des outils qui réconcilient ces deux univers qui parfois ont été en opposition entre l'univers du développement et ce grand univers du développement, comme tu l'as souligné, et l'univers du marketeur. Finalement, j'ai l'impression que ça redonne de l'autonomie aux marketeurs, ça soulage les développeurs pour les tâches à faible valeur ajoutée, et tout le monde est plus efficace dans ce milieu-là grâce à ces outils. Oui, totalement. Et je pense qu'il y a ce concept qui commence à plus en plus venir, hein, de technical marketer ou alors de full stack marketer. C'est des termes dont on en parlait parce qu'en fait, les marketeurs ont évidemment leur background de marketeur, mais surtout que s'ils commencent à maîtriser ces 2-3 logiciels qu'on peut considérer comme des soft skills de marketeurs, là on arrive à des marketeurs qui en fait sont autonomes sur la création et de la publication de données, sont autonomes sur du data analysis, donc qui peuvent faire de l'analyse de données, sont autonomes aussi bien sur de l'automatisation que sur en fait de l'expansion de ces données sur n'importe quelle plateforme. Et du coup, ils arrivent à tout interconnecter. Et en fait, si vous voulez, quand on bosse aujourd'hui, même aujourd'hui dans des startups ou dans des boîtes normales, le nombre de fois où le marketeur est bridé parce qu'il ne sait pas utiliser la technique, c'est incroyable. Ça devient 5 fois par jour. À chaque fois, il se dit « Ah, mais je ne peux pas faire ça parce que c'est technique. » Et en fait, moi, j'ai un peu comme projet de vie, et c'est pour ça que j'avais lancé ma chaîne YouTube, c'est que, en fait, quand on travaille sur le web, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un nom de domaine. On ne peut plus dire on ne sait pas ce que c'est qu'un cookie. On ne peut plus dire on ne sait pas publier une page web, en fait, en 2020. Et je pense que la différence entre les marketeurs un peu full stack et les marketeurs qui font juste une chose, c'est ça. C'est celles qui savent vraiment interagir avec le web sans faire appel aux développeurs. Alors justement, étant donné que Banous parle principalement de marketing digital, est-ce que toi, tu aurais des applications dédiées aux marketeurs qui te semblent utiles? Alors, comme ça, il y en a plein. En fait, si on regarde, il y a ce chart, donc ce schéma de tout le marketing technologique qui grandit avec ces différentes îles. C'est très visuel à voir, mais tapez Martech State ou Martech in 2020 et vous verrez tous ces outils qui sont là. Pour moi, face à cette montée du nombre d'outils, je pense qu'une des premières choses, c'est l'interconnexion. Et du coup, Zapier, pour moi, c'est l'arme de tout marketeur. Parce que c'est cette colle entre plusieurs applications qui va lui permettre de pouvoir créer des flows, donc des espèces d'enchaînements d'applications. Quand on va faire quelque chose dans une application, typiquement, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un vient d'arriver sur mon Mailchimp, très bien. On prend l'exemple de Banous ou l'exemple de Digital Week. En réalité, pour faire connaître nos épisodes et pour marketer nos épisodes, on fait du marketing. Et bien moi, par exemple, quand une personne vient sur ma mailing list de Digital Week, j'ai besoin de la segmenter, très bien. Comment est-ce que je fais ? J'ai 3 liens qui sont envoyés. Si la personne clique sur le lien A, je sais qu'elle fait partie de ce bucket-là, donc de cette segmentation-là. S'il clique sur le lien B, et ainsi de suite. Si ils cliquent sur le lien A, ça leur envoie une vidéo 2 jours après qui correspond à ce qu'ils ont cliqué. Et une fois qu'ils ont cliqué sur ce lien, ça commence à faire un enchaînement avec ConvertKit. Moi, j'utilise ConvertKit, par exemple. Et pour moi, c'est typiquement un outil no-code. ConvertKit, avec la partie automatisation, c'est un outil no-code. Et donc, ce que je peux, moi, conseiller à tout marketeur qui a envie d'utiliser le no-code, c'est d'utiliser Zapier parce qu'on va pouvoir connecter, par exemple, quelqu'un vient d'entrer à ConvertKit, je le connecte avec mon Gmail pour pouvoir lui envoyer une séquence un peu différente depuis un autre email pour dire bonjour, par exemple, qui soit différente de ma newsletter. Je peux, par exemple, lui envoyer envoyer une invitation à Slack, sur mon Slack privé. Je peux lui envoyer une invitation à mon événement Facebook automatisé, et tout ça orchestré sans rien toucher, et donc on laisse la machine travailler. Donc en fait, ce que le no-code permet de faire, c'est que jusque-là, on pouvait faire travailler la machine, donc nos ordinateurs, à nos places uniquement par les gens qui savaient parler le langage de la machine. Programmer en C++, en C, en Java. Aujourd'hui, on peut programmer la machine juste en faisant des glissés-déposés et des clics. Et c'est ça la vraie révolution du no-code.
Merci Shubham. Et du coup, pour le commun des mortels que nous représentons, c'est-à-dire les non-développeurs initiaux, tu nous conseillerais quoi pour pouvoir s'approprier ces outils? Est-ce que on crée un compte, on teste des choses? Est-ce que on fait une formation? Est-ce que on se fait accompagner par une personne comme toi ou des freelances dans le no-code pour développer un projet? Toi, tu conseilles quelle formule s'il y a une bonne formule? Aujourd'hui, en fait, tout dépend du temps que vous avez et tout dépend de ce que vous voulez en faire. Très honnêtement, je pense que chaque marketeur aujourd'hui, vu le marketeur digital, je parle, vu le nombre d'outils qui sortent à la journée, c'est impossible de tous les essayer. Bon. Maintenant, on a besoin que des gens fassent le tri. Et du coup, je pense que c'est important déjà de partir d'un besoin, déjà sans faire le tri, de partir d'un besoin. Est-ce que cet outil va me servir à quelque chose ou est-ce que c'est du nice to have? Ok, nice to have, ça me sert à quelque chose. Moi, je propose toujours d'essayer. Parce qu'en fait, le fait d'essayer des outils, ça, permet de quand je dis essayer, c'est utiliser une adresse email bidon, essayer de voir comment est-ce qu'il fonctionne, etc., etc. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet déjà de savoir si l'outil est bien fait ou pas, d'avoir un sens critique par rapport à ce qu'on utilise déjà, et potentiellement voir s'il y a une possibilité d'implémentation dans sa boîte ou son contexte. Maintenant, ce que personne ne fait, et ce que moi, je conseille de faire, c'est quand on se dit, bon, très bien, je vais donner un essai à cet outil. Typiquement, il y a MailChimp 2 qui sort, qui a l'air trop cool et que j'ai envie d'essayer. Et c'est toujours commencer avec ce processus d'expérimentation qu'on utilise souvent en growth hacking, qui est, je pars d'une hypothèse en me disant, voici ce qui ne me plaît pas, voici ce que j'ai envie d'améliorer. Je me laisse 3 semaines pour essayer d'améliorer cette hypothèse, pour essayer d'améliorer cette KPI, et que si cette hypothèse est validée, je garde cette solution, sinon je l'oublie. Et du coup, quand on veut implémenter, pour moi, il y a 3 étapes. Il y a la première étape d'essai, où je vais essayer, je vais regarder un peu ce qui se passe. La deuxième étape, c'est de l'implémentation et du test. Et la troisième étape, c'est de l'adoption. Et je pense qu'il faut essayer beaucoup de produits. Il faut sign up avec des fausses adresses email, donc du Yopmail ou quoi que ce soit, ou des adresses email bidon, parce que sinon, après, on ne s'y retrouve plus, on se fait spammer. Ensuite, avoir une approche très scientifique pour savoir si elles sont faites pour nous ou pas. Donc, avec un Excel dans lequel on se dit, là, on a pris ce produit pour 3 mois, on voulait l'utiliser pour telle et telle fonctionnalité, est-ce que ça a répondu à nos besoins ou pas, oui ou non? Si oui, on adopte, sinon on laisse tomber. Écoute, Shubham, c'est super clair, merci beaucoup. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, moi, de mon côté, j'ai en effet la chaîne YouTube où je publie pas mal de contenu. Je fais notamment une émission tous les mercredis où on défriche tous ces contenus, enfin tous ces nouveaux logiciels qui viennent de sortir. Tous les vendredis, je fais une interview. Et puis, parfois, je sors des petites vidéos aussi sur tel et tel outil. Alors, c'est pas que du marketing, c'est pas que du growth, c'est beaucoup de no-code quand même. Mais en fait, mon idée, c'est donner aux gens le pouvoir de pouvoir créer, automatiser des choses sans savoir coder. Donc j'ai cette chaîne YouTube qui s'appelle Digital Wink, donc comme un clin d'œil digital en anglais. Et puis sinon LinkedIn, Shubham Sharma. Alors vous inquiétez pas, Shubham Sharma est un nom très commun en Inde, donc vous allez trouver des milliers. Mais si on est certainement connecté en France, vous allez me trouver en 2e position. Donc ou alors il y aura les liens en description. Donc voilà, LinkedIn et YouTube. Merci Shubham, merci Mathieu. Super, et merci encore Shubham pour cet éclairage sur ce domaine no-code qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de croître, la communauté augmente, et on a bien vu que ça facilitait quand même le travail de tout le monde, donc tous au no-code, j'ai envie de dire. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, Banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.